au cœur de l'information. Transition politique, lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, sujet au cœur d'un colloque international qui se tient à Lomé au Togo. Les parties prenantes vont réfléchir sur les stratégies et moyens pouvant aider à contenir la dissémination de la menace terroriste. En savoir plus dès le début de ce journal. Les députés sont toujours à Accra pour la première session ordinaire de l'année. En marge, les parlementaires ont visité plusieurs projets en cours de réalisation dans la région. Et puis au Mali, au moins 27 soldats sont morts et 33 autres blessés. Ce vendredi, une attaque djihadiste contre une base militaire à Mondoro dans le centre du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Les transitions politiques, le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, des sujets au centre d'un colloque international qui se tient à Lomé. Experts et autres acteurs concernés planchent sur les approches de solutions. Les recommandations qui vont découler de cette rencontre de haut niveau aideront à relever les défis qui s'imposent. Ekwe Salah nous en dit plus. Ils viennent de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Des experts scientifiques réunis dans le cadre du colloque international sur les transitions politiques et l'extrémisme violent en Afrique. Ils vont analyser ensemble les enjeux liés aux transitions politiques, à l'extrémisme violent et au terrorisme. Focus sur l'espace CEDEAO. La rencontre organisée par le Togo devra aider à trouver des solutions durables aux menaces sécuritaires de plus en plus grandissantes dans la sous-région. Je voudrais ici particulièrement remercier le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, pour ses actions avant-gardistes de sécurité et de développement et de médiation au service de la stabilité du Togo et de la CEDEAO. Toute comparaison ne sera pas raison au titre de ce colloque, sous réserve de l'idée partagée et réitérée que la démocratie sociale doit succéder ou côtoyer fermement et activement la démocratie électorale au risque de vivre le temps éternel des États au pied d'argile. Il va sans dire que la démocratie de l'espace CEDEAO doit être un ensemble qui regroupe sécurité, dialogue ethnique et interreligieux, solidarité et justice sociale, voire éradication de la pauvreté. L'absence de cette unité sert et servira de caisse de résonance au terrorisme, à l'extrémisme violent et au coup d'État. Ces assises se tiennent en prélude à la conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Rencontre prévue pour le mois d'avril prochain à Lomé. Ce Agora, qui est une sphère publique d'interaction communicationnelle, apportera des solutions, j'espère, novatrices aux défis multiples et actuels liés au contexte d'insécurité sans cesse croissante dans chacun de nos pays. En initiant ce colloque, le Togo ambitionne non seulement d'interpeller le monde scientifique sur son rôle, sa place dans l'édification des sociétés paisibles et stables, mais aussi de recueillir des propositions concrètes et novatrices susceptibles de nourrir les réflexions dans le cadre d'une plus grande conférence que nous organiserons ici à Lomé le 21 avril sur le thème des transitions politiques et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Le président de la République togolaise, le président Faure Essozimna Gnassingbé, attache une grande importance aux résultats que notre colloque fournira.
afin que ceux-ci puissent permettre à lui-même et à ses pairs d'échanger efficacement et de trouver les voies et des moyens pour résoudre les problèmes d'insécurité dans notre région. 3 grandes thématiques vont occuper les spécialistes pendant les 2 jours de travaux. Leurs recommandations sont très attendues pour des décisions politiques. Paradigme sécuritaire et enjeux politiques, défis contemporains à la lumière des derniers événements politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ce sont là quelques sous-thèmes qui ont meublé les différents panels. Et que cela a recueilli pour nous les propos d'un panéliste. On l'écoute. L'actualité nous démontre que le terrorisme aujourd'hui ébranle les socles de ces jeunes démocraties. Et c'est la raison pour laquelle nos États individuellement et dans le cadre de la CEDEAO s'activent pour donner les moyens à ces États-là de venir à bout non seulement de l'extrémisme violent, mais également du phénomène du terrorisme. Nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir sur la gestion de cette transition politique, notamment fournir des outils qui puissent permettre aux États et à la CEDEAO plus particulièrement d'être résilients face à ce phénomène-là. Notez qu'à Kara, les députés en marge de la première session ordinaire de l'année étaient sur le terrain pour le suivi de certains projets. Le projet eau et assainissement phase 2 notamment, un plan en exécution sur le site du barrage de la Kosa. Marie-Onge Bida. Un schéma pour comprendre, une visite des lieux pour constater l'avancement des travaux. Les élus du peuple en mission de contrôle sur le site du barrage de la Kosa, station de production d'eau potable de la ville de Kara. À leur tête, Yawa Digboli Tchegan, présidente de l'institution. Sur place, tout est scruté dans les moindres détails. Le barrage de la Kosa abrite la phase 2 du projet eau et assainissement au Togo, PEAT2. Cofinancé par l'Union européenne, ce projet touche 3 villes, Tchévié, Sokodé et Kara. Le projet consiste à renforcer les systèmes de production et de distribution de l'eau afin de porter à un plus grand nombre de populations ceux-là qui ont accès à l'eau. Et pour Kara, le projet consiste à dédoubler la station de traitement pour garantir la continuité de service, renforcer le système de transport de l'eau vers les grands ouvrages par l'apport de conduits de grand diamètre et puis étendre le réseau en ville tout en aidant les ménages à avoir accès à des branchements à des coûts réduits. Par rapport au projet, ça nous a permis de s'assurer que vraiment d'ici peu, les populations de Kara qui se plaignent d'eau potable seront servies et c'est notre rôle en tant qu'élus du peuple. Émission interactive, rentrée parlementaire, plénière, visite de site. Agenda bien rempli pour la 6e législature en déplacement à Kara, dans le septentrion du Togo. Dans la région des Savanes, c'est un nouveau projet qui vient de démarrer, le projet STAR, Santé, Transformation, Apprentissage pour une réussite scolaire au profit de 3 préfectures. Budget 11 milliards de francs CFA. Précision, Gérard Lagoudou. Un nouveau partenaire aux côtés du gouvernement togolais dans la mise en œuvre de la politique éducative et nutritionnelle en faveur des apprenants. CRS, Catholic Relief Service, déroule ici son appui à travers le projet STAS, Santé, Transformation, Apprentissage pour une réussite scolaire conformément à la loi du 23 juin 2020 relative à l'alimentation scolaire. Et nous sommes accompagnés par 5 ministères et chacun de ces ministères travaille à ce que il soit mis en œuvre à travers le projet les priorités de son gouvernement. Donc pour vous dire que tout ceci s'inscrit dans la droite ligne tracée par le gouvernement pour le développement du Togo. On a d'autres intervenants qui sont en train de vouloir améliorer l'alimentation scolaire dans les écoles du Togo. Donc nous devrons travailler avec eux. Travailler sur les cantines scolaires demande beaucoup. Alors je voudrais vraiment
que les parents de Sagbébou soient le porte-parole auprès des autres écoles pour que la contribution soit sans faute. C'est la seule façon de soutenir le gouvernement, c'est la seule façon de remercier les partenaires. STAS est un projet quinquennal démarré depuis 2019 avec un consortium de 3 structures. 3SC et ADESCO, spécialisés dans le domaine de la santé, puis CRS, chef de file, avec l'appui financier à hauteur de 11 milliards de francs CFA décaissés par le département américain en charge de l'agriculture. Je tiens à affirmer l'engagement continu de CRS à soutenir la stratégie nationale d'alimentation scolaire du Togo et nous sommes heureux que le programme STARS apporte une contribution significative à cette stratégie. Les États-Unis sont fiers de ces contributions en lien direct avec la vision du Plan national de développement et la feuille de route 2020 à 2025 du Togo et les efforts déployés jusqu'à présent pour assurer le succès continu des programmes d'alimentation scolaire et renforcer le système éducatif. 2 régions sont couvertes par le projet. Dans les savanes, les préfectures Oti-Sud et Kwendial sont concernées. Puis, dans la région de la Kara, la préfecture de Dankwen est bénéficiaire. Au total, le projet STAS va impacter 66 600 élèves, 474 enseignants, 144 directeurs d'école, inspecteurs de l'éducation nationale et conseils pédagogiques, 3 726 membres du comité de gestion des écoles primaires, 8 000 femmes enceintes et allaitantes et 18 000 membres du groupe d'épargne. Ces repas chauds ont aussi favorisé à accueillir nos camarades qui ne fréquentaient pas. Nous, parents d'élèves, sommes reconnaissants au chef de l'État, au gouvernement togolais et au gouvernement américain à travers son département de l'agriculture pour ses œuvres au profit de tous les élèves du Togo. Le directeur de cabinet Yaoche Vavor, représentant la ministre en charge du développement à la base, a invité les populations à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour le renforcement du climat de paix et de sécurité au Togo, ce qui permettra au gouvernement et à ses partenaires de poursuivre la mise en œuvre des projets de développement au profit de tous. Le projet STAR a également permis de construire des infrastructures et de réhabiliter d'autres au profit du secteur éducatif. Une visite des ouvrages a mis fin à la cérémonie officielle du lancement du projet ici à l'EPP central de Sagbébou dans l'Oti-Sud. Cette semaine du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, des rencontres avec plusieurs personnalités. D'abord, une délégation de l'UNFPA conduite par la sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population. Au cœur des discussions, le développement du Togo à travers le programme d'inclusion. Madame Diène Keïta a aussi salué les efforts du gouvernement en faveur de la femme. Le chef du gouvernement a également conféré avec le vice-président du groupe de la Banque africaine de développement Bad Solomon Keynor. Ils ont ensemble abordé la question sur le financement des jeunes et femmes entrepreneurs. Yves Agbevivi nous en fait le point. La promotion du leadership féminin en action au Togo et l'inclusion sociale. Voilà entre autres les thèmes abordés par la sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la promotion UNFPA, Madame Diène Keïta, reçue à la primature. À Madame le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, Madame Keïta a dit être séduite par la stratégie du Togo dans sa lutte contre la pauvreté. Le Togo est un exemple de programme d'inclusion sociale, inclusion économique. Et c'est tellement important pour le développement et la paix dans un pays qu'on était très fiers de voir quels sont les avantages et les programmes en préparation. J'ai félicité aussi pour son gouvernement qui comporte 35% de femmes à des postes absolument essentiels et critique. Pour sa part, le vice-président en charge du secteur privé, infrastructurel et industriel de la BAD,
M. Solomon Kinor est venu expliquer au Premier ministre les raisons de sa présence au Togo. Je suis venu principalement rencontrer des institutions financières, donc les banques commerciales du Togo, pour le support qu'ils apportent aux petites et moyennes entreprises et aux femmes entrepreneurs ainsi qu'aux jeunes. Nous avons eu des échanges très intenses au cours desquels elle a pu attirer mon attention sur un certain nombre de préoccupations qu'elle avait par rapport au soutien des institutions vis-à-vis des femmes et des jeunes. Donc nous allons tenir compte de ces remarques et des réflexions de son Excellence Madame le Premier ministre dans la préparation de notre prochain programme en direction des jeunes et des femmes. La visite de M. Kinor intervient quelques jours après l'annonce de la BAD d'un financement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 à hauteur de 14 millions d'euros. À la une de l'actualité en Afrique, le Mali et cette attaque meurtrière d'un camp de l'armée par des djihadistes. L'attaque a visé l'armée dans la localité de Mondoro, située dans le centre du pays. Un dernier bilan a fait état de 27 soldats tués. Le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours. Ulrich Amega. Tout a commencé ce vendredi dans la localité de Mondoro, située au centre du pays. Une attaque lancée depuis le nord par les djihadistes visant un camp de l'armée malienne à l'est de la ville. Des dizaines, voire centaines, ils étaient, certains à moto, d'autres en véhicule, avec l'usage de véhicules piégés. Selon des témoins, d'intenses échanges de coups de feu de part et d'autre ont été entendus. L'armée malienne aurait finalement repris le contrôle de la situation. Le bilan communiqué par l'armée fait état de 27 soldats tués, 47 terroristes neutralisés, mais encore 33 blessés, dont 21 graves et 7 portés disparus parmi les forces de défense. D'importants dégâts matériels ont en outre été enregistrés. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement malien, période au cours de laquelle les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et édifices publics. Depuis 2012, le Mali est exposé aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi qu'aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense. Les violences parties du Nord en 2012 se sont propagées au centre, au Burkina Faso et au Niger. Elles ont fait des milliers de morts, civils et militaires, et des centaines de milliers de déplacés. En Libye, la lutte pour le pouvoir et la légalité s'intensifie depuis le 1er mars. Le Parlement a accordé sa confiance à un nouveau gouvernement et le pays se retrouve depuis avec 2 gouvernements parallèles. Un nouveau dit de stabilisation dirigé par Fathi Bachaga et le précédent, celui d'Union nationale dirigé par Abdelhamid Abeba, dont la validité a théoriquement expiré le 24 décembre 2021. Vos cabinets libyens. Devant le Parlement de l'Est du pays, seule une partie des ministres s'est rendue à la cérémonie. L'ancien ministre de l'Intérieur et nouveau Premier ministre Fathi Bachaga a accusé son rival à Tripoli, Abdoulhamid Dbeiba, d'avoir empêché l'autre partie des membres du nouveau gouvernement d'assister à la prestation de serment. Désigné au poste de Premier ministre par le Parlement de Tobrouk le mois dernier, Fathi Bachaga s'est exprimé dans une lettre adressée au procureur. Il a notamment accusé le gouvernement sortant d'avoir fermé l'espace aérien de la Libye, interdisant ainsi aux ministres de voyager. Abdoulhamid Dbeiba a été nommé chef d'un gouvernement intérimaire en février dernier avec pour mandat de conduire le pays vers des élections. Mais le scrutin prévu en décembre n'ayant pas eu lieu, M. Dbeiba a refusé de céder le pouvoir, sauf à un gouvernement élu. La nomination de Bachaga laisse à nouveau la Libye avec 2 gouvernements, comme ce fut le cas au milieu de profondes divisions Est-Ouest de 2014 à 2021. Le Parlement a adopté mardi un vote de confiance à l'égard du cabinet proposé par M. Bachaga. Un vote condamné par M. Dbeiba qui le qualifie de procédure frauduleuse. Certains députés auraient voté pour alors qu'ils étaient absents.
En bref, au Congo-Brazzaville, hier, 4 mars, marquait le 10e anniversaire des explosions d'un dépôt d'armes et de munitions de l'armée à Mpila. Explosions qui ont tué près de 300 personnes dans le quartier de l'Est de la capitale. Le même jour, une cérémonie de recueillement a regroupé parents de victimes et officiels dans le cimetière de Marbre où reposent les victimes au centre-ville de Brazzaville. L'actualité, c'est aussi l'Ukraine, nouveau week-end de mobilisation dans le monde contre la guerre dans le pays, alors que des bombardements se poursuivent et terrorisent la population. Certains cherchent à retourner dans la capitale pour la défendre à tout prix. 10 jours après le début de la guerre, les troupes russes se rapprochent de Kiev et les combats s'intensifient dans le pays. Pendant ce temps, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de mensonges. Retour en page nationale, le poste de douane à Tindiassi, dans Mo 2, est entièrement rénové pour répondre à la politique de modernisation de l'administration publique. La cérémonie inaugurale est présidée par le commissaire de l'OTR, l'Office togolais des recettes, Désiré Aloy. Nous sommes au poste de douane de Tindiassi, Mazada, dans la plaine de Mo, 160 km de Sokodé. L'infrastructure contribue à la mobilisation des fonds pour les caisses publiques dans l'objectif de faire face aux missions de l'État. La structure innovée comporte un bloc administratif et les logements pour les agents de douane. Le commissaire général de l'OTR, l'Office togolais des recettes, Philippe Tchodier, ouvre les portes de l'ouvrage situé à côté du répondant de la République du Ghana. C'est juste pour permettre aux agents qui sont ici de travailler d'abord dans de très bonnes conditions, d'être à l'aise, et également de permettre aux populations de Tindiassi, et particulièrement à la population de Mo, de savoir que la douane est plus proche et peut venir faire les formalités des douanes dans un environnement sain et propice. Nous ne pouvons que louer cette initiative. La structure améliore le look de Tindiassi. Au niveau local, l'OTR marque un pas dans la dynamique de réforme de l'administration publique en général et la modernisation de l'administration fiscale et en particulier. C'est un appel que nous lançons à la population de Tindiassi, que des opportunités leur sont offertes pour le dédouanement des motos. Les droits à payer sont un peu réduits à l'intérieur que par rapport à Lomé. Et l'une des facilités face, c'est qu'on leur permet de venir payer à petits coûts. L'attestation ne serait plus à Lomé. Les autorités nous ont habilités à signer l'attestation d'immatriculation pour eux ici. Un bâtiment plus moderne et plus adapté aux différentes prestations. Concrétisation de la politique de proximité et de facilitation voulue par les plus hautes autorités du pays. Merci sincère au gouvernement et sous le leadership du chef de l'État qui a toujours voulu que toutes les localités puissent se développer de façon inclusive et harmonieuse. Aujourd'hui, la population même témoigne que si c'est comme ça que ces fonds collectés doivent être utilisés pour servir, là, il est de bon ton que les cotisations ne connaissent plus de difficultés. Remise de l'ouvrage, couplée d'une journée porte ouverte, une sensibilisation sur le civisme fiscal, le titre foncier, l'importance de l'immatriculation, entre autres. Retenez aussi que le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a mis à la disposition de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement du matériel informatique. Une action dans le contexte d'un projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé. Karine Olonlo. Des terminaux informatiques offerts à la HAUC, Haute Autorité de la qualité et de l'environnement, un don du PNUD pour appuyer l'institution dans sa mission. Ce n'est qu'un début. Nous avons discuté avec M. le ministre sur d'autres perspectives que nous pouvons envisager, notamment la certification de certains produits sur lesquels le PNUD va les accompagner. Le PNUD travaille sur un appui global au secteur privé national. Nous avons actuellement presque une centaine de start-up, micro-entreprises que nous accompagnons
Et avec la HOC, nous avons convenu également que la HOC leur apporte l'accompagnement nécessaire. Pour la HOC, ces outils informatiques arrivent à point nommé. La HOC, à travers ces structures, a déjà commencé un travail immense. Et le PNUD, en nous appuyant avec ce matériel informatique, vient à point nommé dans le cadre de l'opérationnalisation des structures de la qualité et le renforcement des capacités opérationnelles pour mener à bien un certain nombre d'activités. Ce don du PNUD à la HOC se situe dans le cadre du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé. Il vise la création d'emplois durables, un projet porté par le ministère en charge du commerce. Le cinéma, le 7e art, émerge au Togo et le gouvernement veut faire de ce secteur un levier de création d'emplois et de richesses, gage d'un développement socio-économique. Le cinéma togolais, un art aux enjeux multiples, c'est un dossier réalisé par Aboza Daya et présenté par Dodo Waré. Faut parler maintenant. Derrière ce film, toute une industrie mise en branle. Acteurs, caméramens, preneurs de son, réalisateurs et autres, mais aussi des fonds de production. Le secteur du cinéma prend progressivement de l'envol au Togo, mais pas sans difficulté. Quand on veut tourner un film, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et quand il n'y a pas assez d'argent, toi, actrice, tu es lésée. Parce qu'on te dit, je n'ai pas d'argent, et on va faire le tournage, et puis après, si quelque chose tombe, tu auras ta part, et tu ne l'auras jamais. Et on ne peut pas en vouloir à l'autre aussi parce qu'il n'en a pas. Pour pouvoir faire des films compétitifs, des films de qualité, il faut des moyens. Et c'est ce qui manque. Le matériel de production coûte excessivement cher. Quand nous parlons du cinéma aujourd'hui, c'est du matériel de très très grande qualité. Le 7e art joue le rôle du miroir de la société. Il éduque et sensibilise les populations. Le gouvernement s'est engagé parce qu'il faut que le cinéma soit pris à sa juste valeur. Le cinéma, vous le constatez avec moi que ce n'est pas culture pour culture. C'est une dimension économique du développement. Donc le cinéma participe réellement au développement du pays. Si on y met les moyens, nous pensons que d'ici un temps, d'ici 1 an, 2 ans, le secteur va se développer effectivement. Le gouvernement togolais s'emploie ces dernières années à soutenir le secteur. Fonds d'aide à la culture FAC, Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle FONSICA sont cités en exemple. On ne va plus faire ce genre de travail de malhonnêteté, chercher du malheur aux gens. Pour votre gouverne, les activités sur les plages de Lomé reprennent, ceci grâce à la gestion efficace de la crise sanitaire due au Covid-19. Une bonne nouvelle donc en ce temps de chaleur. Illustration Sandra Boutier, reportage présenté par Eli Agba Niadao. La plage de Lomé. Jamais elle n'avait plus connu pareille ambiance depuis l'avènement de Covid-19. Visiteurs, touristes et vendeurs ambulants renouent avec cet environnement suite à l'assouplissement des mesures barrières. Oh, c'était de la nostalgie parce que vraiment, moi-même j'étais à la maison, je m'ennuyais, mais ça fait une joie de savoir que à part la maison, il y a un endroit à prendre de l'air. C'est vraiment une bonne décision de la part du gouvernement. C'est ici souvent qu'on vient pour nous soulager un peu. Sinon, à part ça, comme la plage a été fermée, on vient, il n'y a pas d'ambiance et tout, ça ne nous plaît pas. Je pense que c'est une très bonne décision que l'État a prise pour lever les barrières. Puisque nous, on était vraiment étouffés. Voilà, pendant les week-ends comme ça, on ne savait même pas où aller. Mais maintenant, comme ils ont levé les barrières, me voici avec mon cheval en train de balader. C'est le week-end. Un soulagement depuis la levée des restrictions. Pour Christophe, c'est l'occasion de se retrouver en famille et profiter des sables fins de la plage. Je suis souvent en mission. J'ai appris ça sur les médias, qu'on a réouvert la plage, mais tout en gardant la mesure barrière. Je suis là en famille, très très content. La réouverture, elle est vraiment effective. Ça fait un grand plaisir de revenir voir tout ce monde ici, parce que ça fait longtemps, même pour moi, que je ne suis plus venue à la plage. Pour Martin et Martial, c'est une joie de retrouver la mer après de longs moments. Dans l'euphorie de ces retrouvailles, ils immortalisent l'instant. Ici, l'homme se divague, l'homme se libère de ses soucis. Et vraiment, c'est
Je peux dire que c'est un truc qu'on trouve rarement dans le pays. Donc, moi, je suis pour la réouverture de la plage. En fait, c'est une statue, bon, juste par respiration de l'émotion de joie que j'éprouve en ce moment. Actuellement, on est là pour nous amuser et se distraire un peu parce que toute la semaine, on a travaillé, il y a la pression. Donc, du coup, nous, on s'éclate avec le sable en faisant des statues. C'est la première qu'on vient de faire. Et à mon humble avis, il y a des gens qui nous regardent. Ça veut dire que ce qu'on vient de faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. La plage reprend progressivement vie au grand bonheur des populations. Les forces de l'ordre y sont aussi présentes pour veiller à la sécurité de tous et au respect des mesures barrières. Attention, le virus circule toujours. Continuons d'appliquer les gestes barrières pour nous protéger et pour protéger les autres. Et justement, voici à ce jour, samedi 5 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 821, un nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 424. Un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 125. Et le nombre de décès est de 272. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.